Comment devenir millionnaire? D'abord, être milliardaire, ensuite acheter des compagnies aériennes. On va voir si ça se vérifie, cette blague de Warren Buffett pour Asian Airlines. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de, cette, compagnie aérienne grecque, la compagnie nationale grecque, qui est au plus haut. Alors, depuis 10 ans, est-ce qu'elle est au plus haut depuis 20 ans? Oui. Et est-ce qu'elle est au plus haut depuis toujours? On regarde, je pense qu'on a tout l'historique ici, donc elle est au plus haut depuis toujours. Donc, est-ce que ça va se poursuivre? On regarde ça. Bon, évidemment, les compagnies aériennes, ça va dépendre aussi beaucoup, beaucoup du prix du pétrole, hein. Donc là, on est plutôt sur un prix du pétrole, baissier, mais il reste entre les 60-80 $. Donc c'est pas les niveaux, de 2015, 2019, on va dire. Bon, en tout cas, il y a un vent quand même favorable, hein, pour, sans mauvais jeu de mots, pour la compagnie aérienne grecque, hein, vu qu'il y a quand même, c'est un marché quand même en hausse, en croissance assez forte, hein, plus forte que le PIB mondial. Alors, on est sur, il faut regarder aussi le positionnement de la compagnie. Est-ce que c'est plutôt du low cost? Est-ce que c'est plutôt, du premium? Il faut éviter à tout prix les compagnies, qui sont dans la moyenne, hein, donc qui font la moyennite, du style, Air France. Si vous prenez, une compagnie aérienne, vous allez soit sur l'ultra low cost ou du Ryanair ou du EasyJet, qui sont bien gérés, vous regardez les KPI de Ryanair, ça se passe très bien. Vous prenez sinon du Singapore Airlines, pour la top qualité, ou du Qatar Airlines, enfin bref, vous connaissez, mais il faut à tout prix éviter les compagnies aériennes qui sont mal positionnées en termes de, segmentation de prix. Ceci étant dit, la croissance du chiffre d'affaires, on est sur, hop, alors on est sur une médiane de 8,12. Est-ce qu'on a le chiffre à mars? Non, donc on va se remettre en full year, pardon. Ah, hop, voilà, on a, donc une croissance, médiane de 9,5 sur 10 ans, c'est quand même assez fort. On note que sur, 2024, on a fait, allez, on va dire 5 de croissance. Ça a décéléré quand même, mais ici, c'est pas une croissance qui est normale. Donc ici, on sait ce qui se passe, hein, en 2020, c'est normal que la compagnie, coule complètement. Après 2 ans de rattrapage, maintenant je pense qu'on revient vers, une croissance qui est normative. Même en 2023, à mon avis, c'est encore du rattrapage. Là, voilà, il faut plutôt s'attendre à ce niveau-là de manière, régulière, 5 de croissance, ce qui est tout à fait correct, hein, comme niveau de croissance. Ce qui permet aussi, d'être plus rassuré sur la variation des parts de marché, même si c'est une industrie qui est très compétitive. Donc bon, c'est pas un marché qui a ultra forte croissance, il y a beaucoup de concurrence quand même, mais le fait que ça soit un peu visqueux comme marché, bah, ça permet, d'avoir un peu de certitude sur, la rentabilité grâce aux parts de marché qui sont détenues. On n'a pas vraiment d'acquisition sur la période, donc c'est de la croissance organique. On va regarder les taux de marge. Hop, évidemment, le taux de marge brut, lui, est impacté par le taux les cours du pétrole, hein. On est, non, ça va être plutôt oui, ça doit rentrer dans le taux de marge brute. Enfin, ça dépend des boîtes, hein. Il y a des boîtes qui doivent, l'entrer dans la marge brute, d'autres qui doivent rentrer dans la marge d'EBITDA, donc il faut aller regarder ce qui se passe dans le compte de résultat. Ce qu'on note, c'est, ce qu'on veut voir sur une boîte. Les marges sont en hausse depuis 10 ans, alors sauf la marge nette. La marge nette, après, ça peut être à cause de frais d'intérêt plus élevés, mais en tout cas, on a un taux de marge brute qui est en augmentation. Donc ça veut dire qu'on gagne des parts de marché, ou ça veut dire qu'on a un pricing power. Pas vraiment, à mon avis, vu qu'on est sur, quand même une industrie qui est très compétitive. Mais on est surtout, à mon avis, sur une entreprise qui gagne des parts de marché, ce qui lui permet de, baisser ses coûts. On a un taux de marge d'EBITDA qui est en hausse également, donc efficience opérationnelle, c'est bien 14,5, voire 15 sur l'aérien, c'est quand même pas mal. On est à 7,2 en taux de marge nette. Donc moi, à mon avis, je trouve que cette boîte est bien gérée vu les taux de marge. Donc plutôt qualitative dans une industrie très compétitive et très difficile. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop. Alors, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc excellent, hein. Ça veut dire aussi que la marge de free cash flow est élevée, hein. 15, ouais, c'est excellent, c'est excellent. Donc, est-ce qu'elle est à BFR négatif? Ça m'étonnerait quand même vu l'industrie. Elle est BFR négatif, donc elle se fait financer son activité par les clients. Donc excellent, excellent. Ensuite, est-ce qu'on a, une variation, du BFR qui s'améliore? Oui, ça s'améliore, donc on a BFR négatif, mais en plus il devient de plus en plus négatif. Ça, c'est excellent. Ensuite, on regarde la dépense en capital vs les dépréciations amortissements. Donc on a moins de dépenses en capital qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il faut réfléchir parce que c'est quand même une industrie qui est normalement intensive en capital, mais à mon avis, il y a des moyens pour, éviter d'avoir des dépenses en capital, dans le sens où ils ne sont pas obligés d'acheter des avions, ils peuvent faire du leasing. Donc il faut regarder comment ils se fournissent en avions, hein, tout simplement. Et si c'est du leasing, donc du coup, il y a plus besoin de faire la dépense en capital. Maintenant ça monte, ça monte, vos coûts opérationnels évidemment.
Donc là, on dégage du free cash flow en tout cas, et là, vous avez 1,4 milliard de différence. Donc vous retrouvez une bonne partie de la différence ici. Après, aux ordres de cash item, il y a encore 700 millions. Donc il faut aller voir de quoi il s'agit dans le tableau de flux de trésorerie. Donc pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, le mieux c'est de prendre les free cash flow, à mon avis. On regarde la rentabilité opérationnelle. On va fermer ceci. La rentabilité opérationnelle est correcte, hein. 13% en médiane. Bon, on a un peu chuté depuis quelques trimestres en revanche, mais on est sur 10,5, très bon, parce qu'on est au-delà, on est supérieur au taux de croissance organique. Donc ça veut dire que on peut s'autofinancer, ensuite il reste du cash, on peut acheter des entreprises si on veut, ou rendre l'argent aux actionnaires, ou se désendetter s'il y a de la dette. Donc excellent. Ensuite, l'endettement, est-ce qu'il y a la dette justement? Alors il y a un peu de dette quand même. On est sur alors la dette est en train de monter. Ça, c'est un peu dommage. Et pourquoi la dette est en train de monter? Il faut regarder, où est-ce que passe la dette, vu qu'ils sont normalement rentables, ils ont pas besoin de s'endetter, à part s'ils font des acquisitions, mais on n'a pas vu d'acquisition. Donc à vérifier d'où vient cette, hausse de la dette. On est sur un niveau de 2,5. C'est raisonnable, c'est pas non plus, un niveau qui est dangereux, mais c'est un niveau qui est un peu lourd quand même, qui, va générer, des frais d'intérêt, hein, donc ça va impacter le résultat financier et in fine le résultat net. Donc, ça serait bien, on évite quand même qu'ils se désendettent un petit peu, hein. Ça a l'air d'être le cas. Entre septembre 2024 et décembre 2024, ils ont un peu baissé la dette. Ça serait bien qu'ils poursuivent ce désendettement pour augmenter le retour à l'actionnaire. Et justement, le retour à l'actionnaire, on va regarder ce qu'il en est. On est sur un rendement d'actionnaire à 6,7%, donc c'est très bien. C'est confortable comme niveau de rémunération et c'est soutenable. Alors, il n'y a pas d'achat d'actions, donc ça vient du dividende. Vous êtes sur un dividende quand même, copieux, hein, 6,7%. Alors que ce dividende ne représente que, à la louche, un cinquième, un quart, un cinquième des free cash flow. Donc soutenable et grassement rémunéré. Ça, c'est bien. Et on va aller regarder maintenant la valorisation. On se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, c'est pas très cher payé dans l'absolu. 4,6 actuellement. La médiane, c'est 3,4. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'ici, on a quand même la crise grecque, hein, donc je pense qu'ici, les multiples, forcément, ils étaient massacrés. Si on zoome sur 5 ans, la médiane, elle est à 4,2. Donc là, on n'aurait plus que 10% de surcote. Et dans les 5 ans, évidemment, vous avez la période pandémie et Copali. Donc, hop, sur 3 ans, 4,3, vous avez encore moins de surcote. Donc, moi, je pense que même, enfin, médiane, on n'est jamais très chèrement valorisé, mais dans l'absolu, si le dossier continue à monter en qualité comme c'est le cas actuellement, je pense que le multiple, il peut quand même monter assez fortement, hein. On peut au moins viser de revenir à ce niveau-là, à 5,6, ça m'a l'air pas mal. Et ça vous donnerait quand même un bon upside, hein, plus de 50%, hein, de upside sur Asian Airlines. Conclusion du dossier, c'est quand même volatile et c'est quand même concurrentiel comme secteur, donc il faut l'avoir en tête, hein. Maintenant, vous avez quand même une bonne marge de sécurité sur, d'une part, la valorisation, d'autre part, la rémunération de l'actionnaire qui est confortable. Est-ce qu'il y a une décote sur actifs tangibles? J'ai pas regardé. Non, on n'a pas de décote sur actifs tangibles. Non. Bon, voilà, vous avez quand même un peu de marge de sécurité sur ce dossier qui est pas très chèrement valorisé, malgré le fait que ça soit une industrie qui est compétitive. J'espère que cette vidéo vous intéressait. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.